Un mois après le mariage de ma fille, la photographe m'a appelé et a murmuré « Monsieur, j'ai remarqué quelque chose de terrible sur les photos. Venez immédiatement, seul, et ne dites rien à votre fille. Avant de continuer, abonnez-vous à Homme de Parole et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. » Le téléphone a sonné au moment où je posais mon café. Mardi matin, maison silencieuse, rapport financier étalé sur mon bureau. Le genre de moment paisible que j'avais mérité après 40 ans à construire Beaumont Matériaux. 3 magasins dans le Grand Lyon, bon commerce, belle vie. J'ai failli ne pas répondre au numéro inconnu. Monsieur Beaumont. La voix de la femme tremblait. C'est Caroline Dubois. J'ai photographié le mariage de Céline le mois dernier. Je dois vous voir immédiatement, seul. S'il vous plaît, ne dites rien à votre fille. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas expliquer au téléphone, mais j'ai trouvé quelque chose sur les photographies, quelque chose de très grave. L'air de mon bureau a changé, est devenu plus léger d'une certaine manière. Quel genre de chose? Demain matin, 9 h, mon studio à la Croix-Rousse. S'il vous plaît, monsieur Beaumont, venez seul. Avant que je puisse répondre, la voix de Chloé a explosé depuis la cuisine. Julien, je te l'ai dit 3 fois déjà. J'ai besoin de cette voiture. Ma Peugeot est embarrassante. Tu as promis de lui demander aujourd'hui. Le rire de Julien a résonné depuis le salon, une émission de télévision hurlant en dessous. Je serai là, ai-je dit dans le téléphone, entendant à peine ma propre voix. Caroline a expiré. Merci, je suis vraiment désolé, monsieur Beaumont, vraiment. Elle a raccroché. Je suis resté immobile à mon bureau, le téléphone encore pressé contre mon oreille, fixant la photo encadrée sur mon mur. Céline dans sa robe de mariée, radieuse. Mathieu à ses côtés en smoking. Il y a un mois, 55 000 € que j'avais dépensés ce jour-là. Chaque centime valait la peine de voir ma fille aînée heureuse. Quelque chose de très grave sur les photographies. Papa. Chloé est apparue dans l'embrasure de ma porte, téléphone dans une main, clé de voiture dans l'autre. Tu m'as entendu? J'ai besoin d'argent pour une nouvelle voiture. La Peugeot a 7 ans et c'est humiliant. J'ai regardé ma fille cadette, 31 ans, vivant dans ma maison depuis 4 ans maintenant. Temporairement, avait-elle dit quand elle avait emménagé après son divorce. Julien avait suivi 6 mois plus tard. Pas de loyer, pas de date de fin. On en parlera plus tard, ma chérie. Plus tard? Je dois aller chez le concessionnaire cette semaine. Mélissa a eu une nouvelle Audi et je ne peux pas continuer à me montrer avec cette épave. Je me suis retourné vers mon écran d'ordinateur. Les chiffres se sont brouillés. Papa, tu m'écoutes? Plus tard, Chloé. Elle a soufflé et a disparu. Ses pas ont monté les escaliers en tapant. Une porte a claqué. J'ai pris mon café. Froid maintenant. Par la fenêtre de mon bureau, la matinée de Fourvière s'étendait lumineuse et sans nuages. La chaleur de juillet commençait déjà à monter. Tout avait l'air normal. Se sentait faux. La journée a avancé lentement. J'ai essayé de me concentrer sur les rapports d'inventaire, les projections trimestrielles, les plannings de paie. Mon esprit revenait sans cesse à la voix tremblante de Caroline. Le mariage avait été parfait, n'est-ce pas? Céline avait rayonné. Mathieu avait été attentionné. La cérémonie au domaine près de Lyon, la réception dans ce château élégant, tout raffiné, de bon goût, cher. Qu'est-ce qui pouvait bien être grave avec les photographies? Vers midi, Julien est entré dans mon bureau sans frapper. Ne frappait jamais. Entrait simplement comme s'il était propriétaire des lieux. « Salut, Henri. Chloé dit que tu fais des histoires pour la voiture. » Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur. J'ai dit qu'on en discuterait plus tard. « Ouais, mais elle y tient vraiment. Donne-lui juste l'argent. Préserve la paix du ménage. » Il s'est appuyé contre l'encadrement de ma porte, bras croisés. 38 ans, pas de travail. Vivant de l'allocation de ma fille, ce qui signifiait vivre de moi. « Julien, je travaille. »« Bien sûr, je dis juste. Femme heureuse, foyer heureux, non ?» Il a souri et est parti. Femme heureuse. Il n'avait jamais épousé Chloé. 4 ans ensemble, vivant dans ma maison, et il ne s'était pas donné la peine d'officialiser. Mais il avait des opinions sur la façon dont je devais dépenser mon argent. Je me suis levé et j'ai marché vers ma fenêtre. En bas, ma piscine scintillait, inutilisée.
Le studio indépendant où Chloé et Julien restaient se trouvait au bout de la propriété. Entrée séparée, cuisine équipée, 2 chambres. Je l'avais fait construire pensant que des petits-enfants en visite pourraient l'utiliser un jour. Pas de petits-enfants, juste Chloé et Julien. L'après-midi s'est fondu dans la soirée. J'ai réchauffé des pâtes, mangé seul au comptoir de ma cuisine pendant que Julien occupait mon salon et que Chloé passait un appel vidéo à l'étage, son rire perçant le plafond. À 19h30, ma sonnette a retenti. Céline se tenait sur mon perron, parfaite comme toujours. Blazer ajusté, Jeanne de créateur, ce sourire qu'elle avait hérité de sa mère. Mon aînée, ma fille qui réussissait. Directrice marketing, bel appartement actuellement, mariée à Mathieu Fischer, banquier d'affaires. « Salut papa !» Elle a embrassé ma joue et m'a dépassé pour entrer dans la maison. Je passais dans le quartier, j'ai pensé m'arrêter. De Fourvière à son appartement à Écully, ce n'était pas vraiment le quartier, mais je ne l'ai pas mentionné. Elle s'est installée sur mon canapé, a croisé les jambes, a regardé autour du salon comme si elle l'évaluait. « Comment vas-tu ? Tu as l'air fatigué. Longue journée. Les affaires. Elle a pris une photo encadrée sur ma table d'appoint. Elle et Chloé enfant, l'a étudiée, l'a reposée légèrement décentrée. Mathieu et moi cherchons une maison. Nous avons trouvé un endroit incroyable à Sainte-Foy. 4 pièces, piscine, vue sur les monts. Absolument parfait. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle. J'ai attendu. Le truc, c'est qu'il faut agir vite. Le marché est compétitif en ce moment. Nous avons besoin d'aide pour l'apport. Elle a souri chaleureusement. 45 000. Tu comprends, non? Après tout ce que tu as dépensé pour le mariage, ça ne fait que compléter le tableau, nous aider à commencer notre vie ensemble correctement. 45 000 € dit comme si elle me demandait d'emprunter mon camion. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré. Cette sensation creuse d'avant s'est étendue. 45 000, ai-je répété. C'est un problème? Une légère pointe est entrée dans sa voix, si légère que la plupart des gens ne la remarqueraient pas. Papa, il faut agir vite. Le marché est compétitif. Je pensais que tu voudrais nous aider à commencer notre vie ensemble correctement. J'ai regardé ma fille, vraiment regardé. Les vêtements de créateur, les ongles manucurés, la chaleur calculée qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Laisse-moi y réfléchir, ma chérie. Son sourire a vacillé juste une seconde. Y réfléchir, papa, c'est important. Mathieu et moi, je dois revoir certaines choses d'abord. Elle s'est levée brusquement. Bien, mais ne prends pas trop de temps. On ne peut pas perdre cette maison. Elle a attrapé son sac, embrassé ma joue à nouveau, plus froidement cette fois. Je t'aime, papa. Appelle-moi bientôt. J'ai regardé sa BMW partir, debout dans mon embrasure de porte. 45 000 € livrés comme si j'avais déjà accepté, comme si mon argent était son argent. Le rire de Julien résonnait depuis le salon. Des moments forts sportifs sur ma télévision, sa bouteille de bière transpirant sur ma table basse. Je suis rentré à l'intérieur, mais quelque chose avait changé. La maison semblait différente. Ou peut-être que je la voyais clairement pour la première fois. Mon téléphone était posé sur la table du hall où je l'avais laissé. Le numéro de Caroline, toujours dans l'historique des appels. Demain matin, son studio. Quoi qu'elle ait trouvé sur ses photographies de mariage, j'avais le sentiment que cela expliquerait cette sensation creuse qui se répandait dans ma poitrine. J'ai pris le téléphone et j'ai regardé le dernier texto de Céline. « Merci de comprendre pour la maison, papa. Je t'aime. » Je n'avais rien accepté, mais elle avait supposé. Ils supposaient tous. J'ai quitté la maison avant que Chloé ne se réveille. Ne voulais pas de questions. Ne voulais pas que Julien me demande où j'allais avec ce regard qu'il avait, comme si tout ce que je faisais nécessitait son approbation dans ma propre maison. Le trajet vers la Croix-Rousse a pris 25 minutes. Circulation du mardi matin, A6, direction centre-ville, puis rue secondaire jusqu'au studio de Caroline. Un entrepôt converti dans le quartier des artistes. Son nom sur une plaque en laiton à côté de la porte. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon esprit rejouait sans cesse sa voix au téléphone. Quelque chose de très grave. Je me suis garé en face, resté assis dans le camion un moment. Quoi qu'il y ait à l'intérieur de ce studio,
Quoi que Caroline ait trouvé, cela expliquerait la demande désinvolte de Céline pour 45 000 €. Cela expliquerait la sensation creuse que je portais depuis le mariage. Je le savais. Je ne voulais juste pas savoir comment. Le studio sentait le café et l'encre d'imprimante. Des photographies professionnelles tapissaient les murs. Mariage, famille, portraits d'entreprise. Caroline m'a accueilli à la porte, plus jeune que je ne m'en souvenais du jour du mariage. Milieu de la quarantaine peut-être. Main nerveuse, yeux désolés. « Monsieur Beaumont, merci d'être venu. » Elle a verrouillé la porte derrière moi. J'ai tout préparé dans la salle de montage. Je l'ai suivie à travers l'espace galerie vers une pièce plus petite, dominée par un grand écran et du matériel informatique. Des portfolios de mariage empilés sur des étagères. La fenêtre donnait sur une ruelle. La lumière du matin filtrait à travers le verre poussiéreux. « Puis-je vous offrir un café et de l'eau ? Je vais bien. » Je n'allais pas bien. Montrez-moi simplement. Elle a hoché la tête et s'est assise à son ordinateur. Je suis resté debout derrière sa chaise. Monsieur Beaumont, j'ai failli ne pas vous appeler. J'ai hésité pendant des jours, mais si j'étais à votre place, je voudrais savoir. Comprenez bien, je ne cherchais pas cela. Ma gorge s'est serrée. Montrez-moi. Ses doigts ont bougé sur le clavier. L'écran s'est rempli d'images du mariage de Céline, la cérémonie. Ma fille descendant l'allée, Mathieu attendant à l'hôtel, les invités souriant. Tout était beau, tout était parfait. Ce sont les clichés standards, a dit Caroline doucement. Ce que vous avez vu au mariage, ce que tout le monde a vu. Elle a cliqué vers le dossier suivant. 2 heures avant la cérémonie. J'étais au château en avance, testant les expositions, calibrant l'équipement. Il y a une terrasse donnant sur la cour. Un autre clic. Je shootais à travers une fenêtre, ajustant les réglages de lumière. L'image est apparue. Mes mains ont agrippé le dossier de sa chaise. Mathieu, mon gendre, en smoking, pas encore correctement boutonné, pressé contre une femme aux cheveux roux, pas ma fille. L'embrassant, ses mains dans ses cheveux, ses bras autour de son cou. Pas une étreinte amicale, pas un au revoir à une vieille amie. Intime, possessive, familière. Combien de temps avant la cérémonie? Ma voix semblait lointaine. Vous êtes certaine de l'heure? 2 heures avant, les métadonnées sont là. Date, heure, coordonnées GPS. Elle a affiché un écran technique. Chiffres, horodatage, données de localisation. J'étais au château en avance, testant les expositions à travers une fenêtre. J'ai capturé ceci par accident, mais c'est réel. Et il y a plusieurs clichés. Elle a cliqué en avant, angle différent, même scène. Mathieu et la femme aux cheveux roux enlacés. Sur une photo, la main de la femme était visible. Main gauche pressée contre la poitrine de Mathieu. Alliance, anneau d'or, diamant. La femme. Je me suis penché plus près de l'écran. L'alliance. Savez-vous qui elle est? Caroline a secoué la tête. Je ne la reconnais pas sur la liste des invités. Je suis vraiment désolé, monsieur Beaumont. Elle a affiché une autre image. Celle-ci montrait clairement le visage de Mathieu. Pas de confusion dans son expression, pas de trébuchement ivre, juste de la confiance, du contrôle. Un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. 2 heures avant d'épouser ma fille. Je me suis redressé lentement. Mes genoux se sentaient faibles. La pièce a penché légèrement puis s'est redressée. Pouvez-vous prouver l'heure? Absolument. Prouvez-le. Oui. Caroline a ouvert une autre fenêtre, m'a montré des données techniques que je comprenais à peine. Empreinte numérique, information de fichiers, coordonnées GPS correspondant à l'emplacement du château, horodatage à la seconde près. C'est une preuve de niveau forensique, monsieur Beaumont. Elle tiendrait devant n'importe quelle instance. Elle a ouvert le tiroir de son bureau et en a sorti une petite clé USB. Tout est là, toutes les photos, toutes les métadonnées, la documentation technique. J'ai fait des copies. Elle me l'a tendu. Je ne sais pas ce que vous ferez de ces informations, mais je crois que vous devriez les avoir. J'ai pris la clé USB, j'ai fermé mon poing autour. Ne vous excusez pas, ai-je dit. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le trajet de retour vers Fourvière s'est passé dans un brouillard. J'ai serré le volant fort, fixé la route, mais mon esprit était ailleurs entièrement. Mathieu Fischer.
banquier d'affaires, poli, éloquent, qui réussissait. Tout ce que je voulais pour ma fille. Embrassant une autre femme 2 heures avant leur mariage. Une femme portant une alliance. Pas une erreur, pas un coup de froid, calculé, délibéré. Pourquoi épouser Céline du tout? La question tournait dans mes pensées comme un vautour. Pourquoi aller jusqu'au bout d'un mariage à 55 000 € avec une femme que tu trahissais des heures avant la cérémonie? Pourquoi prononcer ses vœux? Pourquoi sourire sur ses photos? Quel était le but? Mon camion connaissait le chemin du retour sans que j'y pense. Rue de Fourvière, mon quartier, mon allée. La clé USB était dans ma poche, lourde comme une pierre. Je me suis garé dans mon allée juste après 11 heures. La maison avait la même apparence que lorsque je l'avais quittée 2 heures plus tôt. Même aménagement paysager, même lumière de sécurité qui avait besoin d'être réparée, même tout. Mais je n'étais pas le même. J'ai ouvert la porte d'entrée. Julien était affalé sur mon fauteuil en cuir, bière à la main, un jeu télévisé hurlant. Il n'a pas levé les yeux. « Salut Henri, prends-moi une autre bière tant que tu y es. » De l'étage, la voix de Chloé. « Papa, c'est toi? Je dois te parler d'argent pour le spa ce week-end. » Je me suis tenu dans ma propre entrée, clé USB dans ma poche, et quelque chose à l'intérieur de moi qui se courbait depuis des années a finalement cassé. Le mari de ma fille qui triche 2 heures avant le mariage. Mon autre fille vivant dans ma maison, exigeant de l'argent pour le spa. Mon beau-fils m'ordonnant de lui apporter une bière dans mon fauteuil dans ma maison. J'ai fermé la porte derrière moi avec un clic silencieux. Ils pensaient que j'étais le même homme qui était parti ce matin. Ils avaient tort. Le sommeil était impossible. Je suis resté assis dans mon bureau passé minuit, la clé USB de Caroline sur le bureau, à côté de mon ordinateur portable. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces photographies. Le visage de Mathieu. Confiant, pas coupable, pas confus, confiant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché la feuille de calcul du budget du mariage. 55 000 € que j'avais dépensés. Lieu, traiteur, photographe, fleurs, orchestre, tout ce qu'elle voulait. Mais elle avait insisté sur une chose spécifiquement. Cadeau en espèces, pas de liste de mariage, pas de grille-pain ou de service en porcelaine. Papa, on repart à zéro. On a besoin de flexibilité. L'argent liquide est plus pratique. J'avais pensé qu'elle était mature, pratique. Maintenant, je me demandais pourquoi j'avais réellement payé. J'ai attrapé un bloc-notes et j'ai commencé à écrire des chiffres, des dates, des détails qui semblaient soudainement faux. La liste des invités comptait 200 personnes. Principalement mes associés d'affaires, mes amis, des gens qui connaissaient Céline depuis l'enfance. Chaque enveloppe à la réception. Je me souvenais de la table des cadeaux débordante. Céline avait engagé quelqu'un spécifiquement pour les collecter, les compter, les cataloguer. 38 000 € en espèces et en chèques. Elle m'avait donné le total la semaine après le mariage, riant de leur bonne fortune. Mathieu et moi sommes tellement bénis, papa. Tout le monde a été si généreux. J'ai écrit ce chiffre, l'ai entouré. Puis je me suis souvenu d'autre chose. Mon associé d'affaires, Philippe Marchand, avait remis un chèque directement à Mathieu à la réception. « Bienvenue dans la famille, mon garçon. Commence ta vie correctement. » J'étais là, 12 000 €. Philippe était riche, généreux envers les gens qu'il respectait. Mathieu avait en poche ce chèque et avait souri. « Merci, monsieur. Nous n'oublierons pas. » 50 000 € au total d'un seul mariage pour un couple soi-disant qui démarrait. Pourquoi épouser Céline du tout? J'ai fixé cette question sur mon bloc-notes. Si Mathieu avait une autre femme portant une alliance, pourquoi aller jusqu'au bout d'une cérémonie à 55 000 €? Pourquoi sourire sur ses photos? Pourquoi prononcer ses vœux? À moins que les vœux n'aient pas d'importance, à moins que l'argent en ait. Mon estomac s'est retourné, la nuit s'est éternisée. J'ai fait du café vers 3 heures du matin, me suis tenu à ma fenêtre de cuisine, regardant les collines sombres. Quelque part à Écully, Céline dormait à côté de l'homme qui l'avait trahi des heures avant leur mariage. Ou peut-être qu'elle savait, peut-être qu'elle s'en fichait. Cette pensée était pire que la première. À 7 heures, je me suis douché et habillé. Tenue décontractée professionnelle. Pantalon chino, polo. J'ai quitté la maison avant que Chloé ne se réveille.
Ne voulait pas de questions. Ne voulait pas voir Julien affalé sur mon canapé. La banque ouvrait à 9 heures. J'ai conduit vers l'agence du centre de Lyon où je faisais mes opérations bancaires professionnelles. Territoire professionnel, terrain sûr. La directrice, Madame Petit, m'a accueilli dans son bureau. Nous travaillons ensemble depuis 15 ans. Monsieur Beaumont, qu'est-ce qui vous amène ce matin? Je voulais vérifier un chèque que j'ai fait. Cadeau de mariage pour ma fille. 20 000 €. Je veux m'assurer qu'il a été encaissé correctement. Madame Petit l'a affiché sur son ordinateur. Voyons. Oui, le voici. Compte joint pour Mathieu et Céline Fischer, le chèque a été encaissé sans problème. Compte joint, ai-je dit de façon décontractée. Quand l'ont-ils ouvert? Madame Petit a fait défiler. Il semble que ce soit il y a 2 mois, le 10 mai. 2 mois avant le mariage, pas des années, pas quand ils se sont fiancés. 2 mois. Ils ont dû avancer vite sur la planification du mariage, ai-je dit, gardant ma voix légère. Les jeunes de nos jours. Madame Petit a souri. Tout se passe vite. Je l'ai remercié et suis parti. Dans mon camion, je suis resté assis avec le moteur en marche. 10 mai. Ils avaient ouvert un compte joint spécifiquement pour recevoir l'argent du mariage. L'avaient planifié, coordonné. Ce n'était pas de la romance. C'était de la logistique. J'ai conduit vers la maison à travers la circulation de fin de matinée, l'esprit bouillonnant. La maison avait l'air calme quand je me suis garé dans le garage. La voiture de Julien était là, vieille Clio qu'il refusait d'entretenir, demandant toujours de l'argent pour la réparer. Je suis entré par la porte du garage vers la cuisine, prévoyais d'aller directement à mon bureau. Puis j'ai entendu la voix de Chloé depuis l'étage. Ouais, papa a l'air suspect dernièrement. Sa voix portait depuis le palier du 2e étage. Conversation téléphonique, volume trop fort, comme elle parlait toujours. Je ne sais pas, différent d'une certaine manière. Mais ne t'inquiète pas, sœurette. Julien et moi, on peut tenir encore 6 mois facilement. D'ici là, il va craquer et nous acheter cet appartement juste pour se débarrasser de nous. Je me suis figé dans le couloir. La voix de Céline est sortie du haut-parleur du téléphone. Chloé l'avait mis sur volume élevé, riant. Parfait. Moi, j'ai encore 2 mois à jouer la femme heureuse. Ensuite, je demande le divorce. La moitié des cadeaux est légalement à moi. Mathieu a déjà accepté la répartition 60-40, les 38 000 € les plus faciles que j'ai jamais gagnés. Ma main a trouvé le mur, m'a stabilisé. Chloé a ri. Et la petite copine de Mathieu ne sait même rien du plan. C'est parfait. Papa est tellement occupé à être fier de ton mariage. Il ne voit rien. Garde-le distrait, a dit Céline. Fais-lui croire que tu as besoin de quelque chose de gros. Comme ça, quand je demande l'apport pour la maison, ça ne semblera pas excessif en comparaison. C'est déjà fait. Je lui ai demandé une nouvelle voiture hier. Il avait l'air agacé, mais il va céder. Il cède toujours. Je me suis reculé, silencieux, prudent, chaque pas mesuré jusqu'à ce que j'atteigne mon bureau. J'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle. Mes mains tremblaient. 2 filles, toutes 2 menteuses, toutes 2 m'utilisant. L'une planifiant un divorce pour voler l'argent du mariage, l'autre squattant dans ma maison. Faisant durer le temps jusqu'à ce que je les achète, jouer la femme heureuse, les 38 000 € les plus faciles que j'ai jamais gagnés. J'avais failli laisser faire, failli écrire ce chèque de 45 000 € à Céline pour son apport de maison. Failli. Je me suis assis à mon ordinateur, j'ai tapé notaire avocat succession Lyon. Le nom de maître Bernard Lefebvre est apparu 3e dans les résultats de recherche. 25 ans d'expérience, droit immobilier, succession familiale, protection d'actifs. Son cabinet avait une ouverture demain matin à 9 heures. J'ai pris rendez-vous, puis je me suis adossé dans ma chaise et j'ai regardé ma porte de bureau fermée. Au-delà, Chloé était probablement toujours au téléphone. Julien était probablement toujours planté sur mon canapé. Tous 2 confortables, tous 2 confiants. Ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Moi non plus. Pas exactement. Mais demain, je commencerai à le découvrir. Demain, je deviendrai autre chose qu'un portefeuille avec un battement de cœur. Le cabinet de maître Lefebvre était dans un immeuble en verre du centre-ville, 23e étage. Je suis arrivé 10 minutes en avance et les ai passés dans le parking souterrain à organiser mon dossier une dernière fois. Feuille de calcul du mariage.
Clé USB de Caroline. Mes notes de la nuit dernière. 3 pages de chronologie. Citation, montant en euros, preuve. La montée en ascenseur a semblé plus longue qu'elle ne l'était. J'avais pris des décisions commerciales pendant 40 ans, négocié des contrats de fournisseurs, géré des conflits d'employés, survécu à des ralentissements économiques. Cela ne devrait pas sembler différent, mais ça l'était. C'était ma famille, mes filles. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Non, pas de la famille. Plus maintenant. Ils avaient fait ce choix quand ils m'avaient transformé en transaction. La zone de réception était professionnelle. Bureau en verre, fauteuil en cuir, art abstrait que je ne comprenais pas mais reconnaissais comme coûteux. Une femme a levé les yeux de son ordinateur. « Monsieur Beaumont, maître Lefebvre est prêt pour vous. » Son bureau avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur Lyon, bureau en acajou, livre de droit tapissant un mur, diplôme et certificat du barreau encadré. Maître Bernard Lefebvre s'est levé à mon entrée. Cinquantaine, gris aux tempes, poignée de main ferme. « Monsieur Beaumont, asseyez-vous, je vous prie. Puis-je vous offrir un café ?»« Oui, noir. » Il a versé d'une carafe sur la crédence, m'a tendu une tasse en céramique, s'est installé derrière son bureau. « J'ai examiné votre formulaire d'admission. Vous avez mentionné des problèmes immobiliers et des questions familiales. Dites-moi ce qui se passe. Commencez où cela fait sens pour vous. » J'ai posé mon dossier Manila sur son bureau. Je l'ai ouvert méthodiquement. Il y a 1 mois, j'ai payé le mariage de ma fille, 55 000 €. Il y a 3 jours, la photographe m'a montré des photos de mon gendre avec une autre femme 2 heures avant la cérémonie. Hier, j'ai découvert le plan de ma fille. Le mariage était une arnaque pour collecter les cadeaux en espèces et les partager. Le stylo de maître Lefebvre s'est arrêté au-dessus de son bloc-notes. Quand vous dites qu'elle a planifié cela, vous avez la preuve que votre fille et son mari avaient l'intention de divorcer dès le départ. J'ai entendu ma fille cadette au téléphone avec sa sœur, je cite, « Encore 2 mois et je demande le divorce. La moitié des cadeaux est légalement à moi. Mathieu a déjà accepté la répartition 60-40. » C'étaient les mots exacts de ma fille. J'ai fait glisser la clé USB sur son bureau. Les photos de l'infidélité sont là, métadonnées incluses. Horodatage, coordonnées GPS, tout. Maître Lefebvre a inséré la clé dans son ordinateur, a parcouru les fichiers. Son expression n'a pas changé, mais sa mâchoire s'est légèrement serrée. Et votre fille cadette, Chloé? Elle vit dans ma maison depuis 4 ans. Son copain avec elle. Pas de loyer, pas de bail, demande d'argent constante. J'ai sorti mes notes manuscrites. L'appel téléphonique d'hier, elle a dit à Céline qu'elle tiendrait encore 6 mois jusqu'à ce que je leur achète un appartement. Maître Lefebvre a pris des notes, entouré des détails spécifiques, souligné 4 ans et pas de bail. Monsieur Beaumont, en France, le droit immobilier est très clair, votre maison est votre propriété. S'il n'y a pas de contrat de location écrit, et vous avez indiqué qu'il n'y en a pas, vous avez le droit d'engager une procédure d'expulsion. Le délai standard est de 2 mois après notification écrite. Et ma fille cadette, son copain, ils ont vécu là 4 ans sans payer de loyer. Peuvent-ils contester? Pas avec succès. Sans bail, ils sont essentiellement des invités qui ont abusé de l'hospitalité. Le droit français protège les propriétaires. Le préavis de 2 mois est une courtoisie, pas une négociation. Quelque chose s'est desserré dans ma poitrine. Une courtoisie, pas une négociation. Maître Lefebvre a sorti un épais livre de son étagère. Code civil français, ouvert à une section marquée d'un signet, l'a tourné pour que je puisse lire. Je me suis penché en avant, j'ai scanné le texte légal. Exigence d'occupation, délai de préavis, procédure d'expulsion. C'est direct, a dit maître Lefebvre. On rédige une notification formelle. Vous la délivrez personnellement ou par lettre recommandée. Ils ont 60 jours pour quitter les lieux. S'ils refusent, on dépose une demande au tribunal pour expulsion. Étant donné l'absence de tout contrat de location, les juges statuent rapidement sur ces cas. Et le reste? J'ai levé les yeux du livre. Mes actifs, mon commerce. Je ne veux pas qu'elles obtiennent quoi que ce soit quand je serai parti. Elles ont clairement montré que je ne suis qu'une ressource pour elles. Maître Lefebvre a fermé le code civil. C'est là qu'une donation-partage avec réserve d'usufruit devient précieuse. On transfère vos actifs,
maison, parc commercial, épargne dans une structure gérée par un notaire professionnel. Vous maintenez le contrôle total durant votre vie, mais après le décès, la distribution suit vos instructions. C'est beaucoup plus difficile à contester qu'un simple testament. Plus difficile à contester, ai-je répété. Presque impossible si structuré correctement. Un testament peut être contesté. Les gens invoquent l'influence indue, l'incompétence mentale, toutes sortes d'arguments. Une donation-partage correctement exécutée, établie pendant que vous êtes clairement compétent et agissez librement, c'est un standard légal entièrement différent. Je me suis adossé. Dans combien de temps peut-on commencer? Maître Lefebvre a légèrement souri. Première vraie émotion qu'il montrait. Aujourd'hui. Je vais avoir besoin que vous signiez un accord d'engagement. Mes honoraires pour ce travail, notification d'expulsion, révision testamentaire et création complète de donation-partage, seront de 7 500 €. Le travail de donation seul coûte généralement 5 000 €. Mais étant donné la nature connectée de votre situation, je peux offrir un tarif global. 7 500 €. J'avais dépensé 55 000 € pour un faux mariage, 38 000 € de plus collectés par ma fille et son mari complice. Des dizaines de milliers de plus sur 4 ans à soutenir Chloé et Julien. C'est acceptable. Maître Lefebvre a sorti des documents de son tiroir, accord d'engagement, structure des honoraires, calendrier, estimation. On aura les notifications d'expulsion rédigées d'ici vendredi matin. Vous les délivrerez ce week-end. Je recommande de le faire personnellement pour qu'il n'y ait aucune question de réception. Après délivrance, le compte à rebours de 60 jours commence. Ils doivent quitter les lieux à cette date ou faire face à une expulsion légale. Et la donation-partage? 4 à 6 semaines pour le transfert complet des actifs. Je travaillerai directement avec vos institutions financières. Nous aurons besoin de relevés actuels pour tous les comptes. Actes de propriété, documents de propriété commerciale. Mon clerc se coordonnera avec vous sur les détails. Il a fait glisser le contrat sur son bureau. Je l'ai lu attentivement. Des années de commerce m'avaient appris cela. Portée du travail, barème des honoraires, calendrier, tout ce que Maître Lefebvre avait promis, formalisé en langage juridique, j'ai signé d'une main ferme. Maître Lefebvre a contresigné, daté, m'a remis des copies. Monsieur Beaumont, je dois mentionner que cela détruira probablement votre relation avec vos filles de façon permanente. Une fois que vous aurez délivré ces notifications d'expulsion, une fois qu'elles découvriront la structure de donation, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je sais. Vous êtes préparé à cela? J'ai pensé au rire de Chloé au téléphone, à la cruauté désinvolte de Céline, jouer la femme heureuse, les 38 000 € les plus faciles que j'ai jamais gagnés. Elles ont détruit la relation elle-même. Je ne fais qu'accepter la réalité. Maître Lefebvre a hoché la tête. Alors on est clair. Je vous appellerai vendredi matin quand les documents seront prêts. Nous avons serré la main à nouveau. Plus longtemps cette fois. Quelque chose est passé entre nous. Respect professionnel, peut-être. Compréhension. J'ai quitté son bureau avec des copies du contrat, aperçu du calendrier, résumé de la structure de donation. Documents légaux qui signifiaient une chose simple. Je reprenais ma vie. La descente en ascenseur était plus rapide que la montée. La gravité travaillait en ma faveur. Dans le parking souterrain, je me suis assis dans mon camion avec les copies du contrat sur le siège passager. Procédure d'expulsion, résumé de modification testamentaire, aperçu de la structure de donation. Mon téléphone a vibré, texto de Céline. « Papa, tu as pensé à l'apport ? On a vraiment besoin d'une réponse. La maison n'attendra pas éternellement. » J'ai regardé le message pendant un long moment. 45 000 € pour une maison où elle vivrait 2 mois avant de demander le divorce. J'ai supprimé le texto sans répondre. Puis j'ai démarré le camion et je suis rentré chez moi. Chloé et Julien seraient là, confortables et confiants, ne s'attendant à aucun changement. Ils avaient 60 jours pour profiter de cette confiance. J'avais 60 jours pour me préparer à la guerre. Les enveloppes sont arrivées vendredi matin. Adresse de retour de Maître Lefebvre. Papier épais, sceaux officiels. Je les ai posées sur mon bureau et les ai regardées pendant la majeure partie de la journée. Le soir, j'étais prêt. Je pouvais entendre Chloé et Julien dans le salon. La voix de Julien portait,
excité, animé. Un autre projet, une autre demande. J'ai pris les enveloppes et j'ai marché dans le couloir. Ils étaient sur le canapé, confortables. Julien gesticulant, Chloé hochant la tête. Ma télévision, mon canapé, mon salon. Et les brasseries artisanales sont énormes en ce moment, disait Julien. Le marché lyonnais est parfait. On aurait besoin d'environ 40 000 pour démarrer. Ton père verrait des retours en 1 an. Facile. Chloé a ri. Il le fera. Il le fait toujours. Présente-le juste comme aider la famille et il fera le chèque. Je suis entré dans la pièce. Ils ont levé les yeux, souriant, ne s'attendant à rien. J'ai posé les enveloppes sur la table basse entre eux. « C'était quoi ça ?» Chloé a pris la sienne, perplexe. « Papa, on parle du projet de brasserie de Julien. Commandement de quitter les lieux. Vous avez 60 jours pour trouver un autre logement. » Les mots sont tombés comme des pierres dans l'eau immobile, des ondulations de silence se propageant vers l'extérieur. Chloé a déchiré son enveloppe, lu l'en-tête. Son visage a perdu toute couleur. Julien a attrapé la sienne, l'a scannée. « T'as perdu la tête, vieux? C'est notre maison. » « C'est ma maison. Tu ne peux pas nous virer comme si on était des étrangers. » Julien s'est levé, s'est avancé vers moi, poing serré, visage rougissant. « On est une famille. » Les larmes de Chloé ont commencé exactement à l'heure prévue. « Papa, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta fille. Comment peux-tu nous jeter dehors ?» Je l'ai regardé calmement. « Vous n'avez pas payé de loyer en 4 ans. Vous ne me respectez pas. Vous me voyez comme un portefeuille. Il est temps de grandir. » Carré dingue. Julien s'est rapproché, envahissant mon espace. Vieille tactique d'intimidation. Tout le monde saura quel genre de père tu es. Jeter dehors ton propre enfant. La notification est légale. 60 jours. Je vous suggère de commencer à emballer. Chloé a attrapé mon bras. « Papa, s'il te plaît, on peut arranger ça. On paiera un loyer. On va... » J'ai retiré sa main, doucement, mais fermement, me suis tourné vers le couloir. « Tu vas le regretter. » La voix de Julien m'a suivi. « Tu vas le regretter. » J'ai marché vers mon bureau, fermé la porte, verrouillé avec un clic audible. Derrière moi, le chaos a éclaté. Les gémissements de Chloé, les cris de Julien, des meubles raclant le sol. Je me suis assis à mon bureau et j'ai écouté. Leur panique était de la musique. 10 minutes se sont écoulées. Les cris se sont apaisés en chuchotements intenses. Puis, la voix de Chloé à nouveau, plus aiguë. Appel téléphonique. J'ai pressé mon oreille contre la porte. Il nous a donné des papiers d'expulsion. 60 jours. Pause. Céline répondant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était juste froid, comme si on était des étrangers. Pause plus longue. On doit faire quelque chose. La voix de Céline portait à travers le haut-parleur du téléphone. Calme, stratégique. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était clair. Mode planification. D'accord. Oui, demain. Amène Mathieu. On va trouver une solution. Plus de murmures. Puis la voix de Julien plus basse mais venimeuse. Il va le regretter. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Maître Lefebvre avait envoyé des documents cet après-midi. Documents de création, de donation, partage. Stratégie de protection d'actifs. Il pensait que c'était au sujet de la maison. Il n'avait aucune idée que je protégeais tout. Mon téléphone a vibré. Texto de Céline. Papa, Chloé m'a appelé. On doit parler. Je viens demain avec Mathieu, ça va trop loin. Je l'ai lu 2 fois. Elles regroupèrent leurs forces, se coordonnaient, sur le point de lancer leur contre-attaque. Qu'elles viennent. J'ai affiché un calendrier et marqué la date. Jour 1 sur 60. L'horloge avait commencé. Dans le salon, Chloé pleurait toujours. Julien faisait les 100 pas. Je pouvais entendre ses pas. Aller et retour. Aller et retour. Ils avaient vécu ici pendant 4 ans sans contribuer un seul euro. 4 ans à traiter ma maison comme un hôtel. 4 ans de demandes, de manque de respect et de suppositions. 60 jours restants pour profiter de ce privilège. J'ai regardé à nouveau les documents de donation de Maître Lefebvre. 4 à 6 semaines jusqu'à la finalisation. Le timing serait serré, mais ça marcherait. D'ici qu'elle réalise l'ampleur totale de ce que j'avais fait, il serait trop tard pour arrêter.
Un autre texto de Céline. « On va arranger ça, ne t'inquiète pas. » Elle ne m'envoyait pas de texto. Elle envoyait un texto à Chloé. Mais Chloé avait dû lui montrer mon numéro aussi, parce qu'un troisième message est arrivé. « Papa, je sais que tu es contrarié par quelque chose. Parlons en adulte demain. » Parler en adulte. La femme qui planifiait de divorcer de son mari dans 2 mois pour voler les cadeaux de mariage voulait parler en adulte. J'ai éteint mon téléphone. Demain, elle viendrait avec leur performance. Fille inquiète, gendre diplomate, argument raisonné, manipulation émotionnelle. J'avais déjà vu le documentaire. Je savais comment il se terminait. Devant ma porte de bureau, la maison est finalement devenue silencieuse. Chloé et Julien étaient probablement montés pour élaborer une stratégie, pleurer ou boire. Je m'en fichais. J'ai ouvert un cahier et j'ai commencé à écrire, documentant la soirée. Leurs réactions, leurs menaces, l'agression de Julien, les larmes de Chloé. Tout ce dont Maître Lefebvre pourrait avoir besoin si cela finissait devant le tribunal. Le stylo avançait régulièrement sur la page, factuel, détaillé, despassionné. Quelque part durant la 4e année de leur résidence, j'avais cessé d'être un père pour devenir un distributeur automatique. Maintenant, je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais un propriétaire exerçant ses droits légaux. Et j'avais 59 jours restants pour me préparer à ce qui viendrait ensuite. Samedi matin, je suis descendu pour trouver Chloé en peignoir affalée sur le canapé. « Papa !» Sa voix était faible, théâtrale. « Je ne peux pas me lever. Mon cœur s'emballe. Le stress de cette expulsion. Je pense que tu devrais appeler un médecin. » Julien planait à proximité, bras croisés, posture protectrice. Tous deux observaient ma réaction. J'ai marché devant eux vers la cuisine. « Il y a des médicaments dans l'armoire », ai-je dit sans m'arrêter. Derrière moi, le silence. Puis le souffle frustré de Chloé. J'ai versé du café et l'ai emporté à mon bureau. J'ai fermé la porte. Dimanche après-midi, Julien m'a trouvé dans le garage à bloquer l'embrasure de son corps. « Tu sais ce que les gens vont dire, non ?» Ton agressif, visage trop près du mien. Que tu as jeté dehors ta propre fille, ta fille enceinte. Chloé n'était pas enceinte, juste un autre mensonge. Tes associés d'affaires, tes amis, ils sauront tous quel genre d'homme tu es, vraiment. J'ai regardé ma montre. L'expulsion est légale. Il vous reste 56 jours. Maintenant, dégage. Il n'a pas bougé. On est resté là pendant 10 secondes. 20. Sa mâchoire travaillait, poing serré. Finalement, il s'est écarté. Je suis monté dans mon camion et j'ai roulé jusqu'au magasin. Y suis resté 3 heures, révisant l'inventaire, parlant au gérant, étant n'importe où sauf à la maison. Quand je suis rentré ce soir-là, une enveloppe était posée sur mon comptoir de cuisine. Titre manuscrit, proposition. Je l'ai ouverte. L'écriture de Julien. Liste détaillée. Opportunité d'investissement, partenariat de brasserie artisanale, capital initial requis. 40 000 €. Conditions. Chloé et Julien restent en résidence, paient un loyer symbolique de 500 € par mois. Rembourse l'investissement sous 5 ans. 40 000, en hausse par rapport aux 30 000 qu'il avait mentionné vendredi soir. Le désespoir gonflait les chiffres. J'ai lu le tout. 2 pages. Projection financière sortie de nulle part. Promesse de retour. Garantie d'harmonie familiale. En bas, ça résout tout. On reste, tu profites. La famille reste unie. Je l'ai plié, j'ai marché vers le salon où ils attendaient assis et je le lui ai rendu. Non. Le visage de Chloé s'est effondré. Papa, on essaie de faire un compromis. Non, ai-je répété, et je suis retourné à mon bureau avec mon dîner. À travers le mur, j'ai entendu leurs chuchotements frustrés, accusations, incrédulité, le son de vaisselle qui claque. Lundi et mardi se sont passés de façon similaire. Chloé alternait entre larmes et silence. Julien oscillait entre menaces et marchandages. Je maintenais ma routine. Travail, maison, bureau, repas seul. Leur présence est devenue bruit de fond. Mercredi soir, Céline est arrivée. Elle avait appelé cet après-midi. « Papa, on vient dîner, Mathieu et moi. On doit parler en famille. » Pas une demande, une annonce. Ils sont arrivés à 18 h. Céline portait des sacs de courses. « On cuisine ce soir. Tu travailles trop dur. » Mathieu a souri.
poignée de main ferme. Henri, j'espère que ça ne te dérange pas qu'on débarque comme ça. Céline était inquiète. La famille doit se soutenir dans les moments difficiles. Ils ont pris le contrôle de ma cuisine. Céline a coupé des légumes. Mathieu a mis la table. Chloé est descendue de l'étage. Maquillage parfait. Aucun signe de sa maladie. Julien est apparu fraîchement douché, jouant l'adulte raisonnable. Une intervention soigneusement mise en scène. On s'est assis pour le repas qu'ils avaient préparé. Poulet, riz, salade. Belle présentation. Céline a versé du vin, Mathieu a fait la conversation sur son travail bancaire. Tout le monde performait normalement. Puis Céline a changé de vitesse. « Papa, cette maison doit être beaucoup à gérer seule. Toutes ces pièces, l'entretien du jardin, la maintenance. As-tu pensé à quelque chose de plus petit? Un bel appartement? » J'ai coupé mon poulet. Mâché lentement. Mathieu a repris le fil. Le marché immobilier est fort en ce moment. Les maisons à Fourvière se vendent vite. Tu pourrais obtenir le meilleur prix. Aider tout le monde à s'installer confortablement. Voilà. Céline a touché le cadre photo sur la table d'appoint, l'a ajusté. Geste territorial. On t'aiderait à déménager, bien sûr. Et quels que soient les fonds que tu obtiendrais, ce serait bien de partager avec la famille. Aider Chloé et Julien à démarrer, aider Mathieu et moi avec notre apport de maison, tout le monde y gagne. La maison. Il voulait l'argent de la vente de la maison, pas l'héritage un jour. Maintenant. La réalisation s'est mise en place avec une clarté parfaite. Papa, je dis juste que tu vieillis. Ne serait-ce pas plus facile d'avoir quelque chose de gérable, moins de responsabilités? J'ai posé ma fourchette, j'ai regardé chacun d'eux. Céline, Mathieu, Chloé, Julien. 4 visages, 4 masques différents, un seul agenda. Je ne vends pas ma maison. Céline a ri légèrement, pointant dessous. Papa, personne ne te met la pression, on est juste inquiet. Je me suis levé. Merci pour votre inquiétude. Je vais bien. Bonne nuit. Le raclement de ma chaise. La marche vers mon bureau, la porte qui se ferme. Derrière moi, silence choqué, puis chuchotement urgent. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le portable de Maître Lefebvre. Je dois vous voir ce soir, c'est urgent. Je serai au cabinet dans 30 minutes. J'ai attendu jusqu'à ce que j'entende leur voiture partir. La BMW de Céline, puis la Clio de Julien qui suit, se coordonnant, planifiant leur prochain mouvement. J'ai attrapé mes clés et j'ai roulé vers le centre-ville. Le cabinet de Maître Lefebvre était éclairé. Fenêtre du 23e étage brillante. Il m'a rencontré dans le hall. Ils coordonnent une stratégie pour acquérir mes actifs, ai-je dit alors qu'on montait en ascenseur. L'expulsion a déclenché quelque chose. Maintenant, ils veulent que je vende la maison, partage les fonds. Le dîner de ce soir était de la reconnaissance. Dans son bureau, Maître Lefebvre a sorti de nouveaux documents. Alors on accélère la création de la donation-partage. Tout, maison, commerce, épargne, transfert vers gestion professionnelle, vous maintenez le contrôle total durant votre vie. Mais après le décès, la distribution suit vos instructions exactes. Elles ne peuvent pas la contester, ne peuvent pas la manipuler. À quelle vitesse peut-on avancer? Je commence les documents demain. On changera aussi immédiatement les bénéficiaires de vos comptes bancaires. Retirez vos filles entièrement. 15 000 pour la création de donations, mais ça vaut chaque centime. Faites-le. Il a affiché des formulaires sur son ordinateur, autorisation de changement de bénéficiaire, aperçu de structure de donation. J'ai tout signé, signatures électroniques, témoins, légal. 40 minutes plus tard, je suis parti avec des copies de tout. Le trajet de retour semblait différent, plus léger d'une certaine manière. Je suis arrivé près de minuit. La maison était sombre, sauf la lampe du salon. À l'intérieur, Chloé et Julien étaient allés se coucher. Verre de vin vide sur ma table basse. Ils avaient probablement passé la soirée à comploter avec Céline sur haut-parleur. Qu'ils complotent. J'avais des copies des documents de donation dans ma mallette. Maître Lefebvre commencerait les transferts d'actifs demain. Dans 6 semaines, tout ce que j'avais construit serait protégé. Mon téléphone montrait 3 appels manqués. Céline, pas de message. Elle savait que quelque chose avait changé ce soir. Peut-être sentait que la conversation du dîner en avait trop révélé. J'ai pensé à leur performance, l'acte de diplomate de Mathieu,
La suggestion de Céline de vendre la maison. Tout le monde y gagne. Tout le monde sauf moi. Ils avaient mal calculé. Pensaient que j'étais un vieil homme faible qu'ils pouvaient manipuler pour qu'il abandonne le travail de sa vie. Je n'étais plus faible. 56 jours jusqu'au départ de Chloé et Julien. 6 semaines jusqu'à la finalisation de la donation. Ils avaient ce temps-là pour profiter du sentiment qu'ils avaient encore de l'influence. J'avais ce temps-là pour m'assurer qu'ils ne me manipuleraient plus jamais. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais délivré la notification d'expulsion. 45 jours restaient. J'ai dressé la table de la salle à manger moi-même ce soir-là. 5 couverts, la bonne porcelaine que je n'avais pas utilisée depuis que mes filles étaient enfants. Serviettes en tissu, verres à eau. À ma place, j'ai posé un dossier Manila face cachée. Le dossier contenait 8 photographies imprimées. Mathieu et une femme rousse, horodatée, géolocalisée. 2 heures avant son mariage avec ma fille. J'avais invité tout le monde. Les 2 filles, les 2 gendres. Un dîner de famille, avais-je dit. Ils sont arrivés séparément. Céline et Mathieu d'abord, 15 minutes en avance. Je les ai entendus dans le salon, conversation chuchotée avec Chloé et Julien. Ceux coordonnant, planifiant leur approche. Je les ai appelés à table. La tension était immédiate. Ils se sont assis, ont échangé des regards, ont attendu. J'ai servi du poulet rôti et des légumes. Repas simple, rien d'élaboré. Ce n'était pas de l'hospitalité. On a mangé en silence presque complet pendant 10 minutes. Fourchette raclant les assiettes, verre d'eau levé, leçon de normalité forcée. Puis Céline a commencé. « Papa, on a tous parlé. » La situation avec Chloé, c'est stressant pour tout le monde. Peut-être qu'il est temps de penser à simplifier. La maison, le commerce, c'est beaucoup pour une personne. Mathieu a hoché la tête, soutenant. « Henri, personne ne dit que tu ne peux pas gérer. On veut juste aider. Vendre au bon moment sur ce marché, on pourrait t'aider à tout organiser, le rendre facile. » Chloé s'est penchée en avant, voix douce. « Papa, on s'inquiète pour toi, tout seul ici. » Un bel appartement ne serait pas mieux. Moins d'entretien, moins de stress. J'ai posé ma fourchette. J'ai tendu la main vers le dossier Manila. Avant qu'on continue, il y a quelque chose que vous devriez voir. Céline l'a pris, méfiante. C'est quoi? J'ai pris une gorgée d'eau. Des photographies de ton mariage. Particulièrement intéressantes sont les clichés de Mathieu avec une femme rousse 2 heures avant la cérémonie sur la terrasse du château. Le visage de Mathieu s'est vidé. Je ne touche, ce n'est pas... Céline a ouvert le dossier. J'ai regardé ses yeux bouger sur la première image puis la seconde. Son expression s'est durcie en pierre. D'où viennent ces photos? J'ai ignoré la question. J'ai aussi entendu une conversation téléphonique entre toi et Chloé. Laisse-moi citer. Encore 2 mois et je demande le divorce. La moitié des cadeaux est légalement à moi. Mathieu a déjà accepté la répartition 60-40. C'était tes mots exacts, Céline. La main de Chloé a volé à sa bouche. Julien s'est à moitié levé. Tu nous as espionnés, tu n'avais pas le droit. J'ai levé une main, paume dehors. Stop. Julien s'est assis. J'ai créé une donation-partage. Ma maison, mon commerce, mon épargne. Tout est maintenant protégé. Après ma mort, vous recevrez le minimum requis par la loi française, pas un centime de plus. La voix de Céline s'est élevée. Tu ne peux pas faire ça. On est ta famille. Je me suis levé. J'ai poussé ma chaise lentement. J'ai plié ma serviette à côté de mon assiette. Chloé et Julien ont 45 jours pour trouver un nouveau logement. Cette conversation est terminée. Papa, Céline s'est levée aussi. Tu détruis cette famille. Pourquoi? Un malentendu? J'ai fait une pause à l'embrasure de la salle à manger. Ne me suis pas retourné. Je ne détruis rien. Je protège ce que j'ai construit contre des gens qui me voyaient comme une ressource, pas comme un père. J'ai marché dans le couloir vers mon bureau. J'ai fermé la porte, verrouillée. Derrière moi, les voix ont éclaté. Céline criant, les protestations défensives de Mathieu, Chloé qui pleure, les jurons en colère de Julien. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Email de Maître Lefebvre envoyé il y a 1 heure. Document de donation prêt pour signature finale. Pouvez-vous passer demain matin? J'ai tapé en retour 9h01.
Depuis la salle à manger, l'argument continuait. Céline exigeant que je sorte, Julien menaçant d'enfoncer la porte, menace vide, les sanglots de Chloé portant dans le couloir. Il pouvait argumenter toute la nuit. Ça ne changerait rien. Les photos étaient sur la table. La vérité était dite. La donation était presque complète. 45 jours jusqu'au départ de Chloé et Julien de ma maison. Peu importe combien de temps il faudrait pour que le mariage frauduleux de Céline et Mathieu s'effondre de lui-même. J'avais passé 2 semaines à les regarder manipuler, comploter, coordonner. Les regarder traiter ma maison comme leur terrain de jeu et mon portefeuille comme leur propriété. Maintenant, ils savaient que je les avais observés en retour et que j'avais déjà gagné. Le cabinet de Maître Lefebvre à 9 heures le lendemain matin. Maître Claire Arnaud était déjà là, spécialiste en planification successorale qu'il avait fait venir pour finaliser la donation. Monsieur Beaumont. Elle m'a serré la main. Cinquantaine, professionnelle, efficace. Des documents étalés sur la table de conférence comme une forteresse juridique. Tout est prêt pour votre signature. Je me suis assis et j'ai commencé à signer. Page après page. Initiale ici, signature complète là. Transfert de résidence principale, part commerciale, compte bancaire, portefeuille d'investissement. Tout entrant dans la structure de donation-partage. Ceci transfère votre maison sous gestion notariale, a expliqué Maître Arnaud. À votre décès, la distribution suit ces instructions. Minimum légal requis à la famille immédiate. Le reste aux œuvres de charité que vous avez sélectionnées. Et mes filles ne peuvent pas contester cela. Elles peuvent essayer. Sa voix était certaine. Mais les donations-partage sont extrêmement difficiles à renverser. C'est aussi protégé que des actifs peuvent l'être. J'ai signé la dernière page. Terminé. 40 ans de travail. Protégé. Je suis rentré chez moi en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Les 43 jours suivants sont devenus une masterclass en guerre psychologique. Jour 2. J'ai trouvé ma cafetière fracassée sur le sol de la cuisine. Julien était allongé à la table. Journal étalé devant lui. « Oh ça ?» Il a haussé les épaules. « M'a glissé des mains ce matin. Les accidents arrivent. » J'ai balayé le verre sans commenter. 43 jours, ai-je dit, jetant les morceaux à la poubelle. Jour 4. J'ai entendu Chloé parler à Madame Ferrand par-dessus la clôture arrière, notre voisine. J'ai regardé depuis la fenêtre. Chloé tamponnait ses yeux avec un mouchoir, geste dramatique. Il nous jette dehors sans nulle part où aller. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Madame Ferrand avait l'air mal à l'aise. Je suis sûr que vous et votre père allez arranger les choses, ma chère. Je ne sais pas. Il a changé. C'est comme s'il n'était plus la même personne. Je me suis détourné de la fenêtre. Laisse-la performer pour les voisins. Ça ne changeait rien. Jour 7. Céline est arrivée avec une femme portant une tablette à pince. Papa, voici le docteur Moreau. C'est une psychologue. On a pensé que ça pourrait aider de parler. Je suis resté debout, bras croisés. Je n'ai pas accepté de conversation. La femme a souri professionnellement. Monsieur Beaumont, votre fille est préoccupée par des changements de comportement récents. Décision soudaine, couper les liens familiaux. Cela peut parfois indiquer des problèmes sous-jacents qui... Stop. J'ai regardé Céline. Dehors. Toutes les deux. Maintenant. Papa, elle essaie d'aider. Si tu écoutes juste... Tiens, à ma maison, vous partez. Elles sont parties. Jour 10. Je suis rentré du magasin pour trouver la porte de mon bureau légèrement entr'ouverte. Je la fermais toujours complètement. Sur mon bureau, les documents de donation étaient exactement où je les avais laissés. Presque exactement. Le coin était plié différemment. Quelqu'un les avait regardés. Ce soir-là, Chloé était plus silencieuse que d'habitude. Julien n'arrêtait pas de lui jeter des regards. Il savait, maintenant. Vraiment savait. La donation était réelle. L'argent était parti. Jour 12. Chloé a frappé à ma porte de bureau. Après-midi. Julien n'était pas avec elle. « Papa, on peut parler ? Juste nous. » J'ai fait un geste vers la chaise. Elle s'est assise, mouchoir déjà à la main, yeux rouges. J'ai réfléchi à tout. Tu avais raison sur Julien, sur comment on a vécu. Il n'a pas une bonne influence sur moi. Je le vois maintenant. J'ai attendu.
J'ai fait des erreurs terribles. Je demande, je supplie ton pardon. Une autre chance. Je pourrais changer. Je pourrais être la fille que tu mérites. La performance était impeccable. Voix tremblante, posture vulnérable, se penchant en avant. Chaque technique de manipulation dans son arsenal. J'ai laissé le silence s'étirer. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Si tu avais vraiment réalisé tes erreurs, Chloé, tu ne serais pas venue ici demander le pardon comme une transaction. Tu serais venue sans rien attendre en retour. Mais tu demandes la maison, de l'argent, que je change d'avis sur la donation. Non, je veux juste, tu veux que je croie que Julien t'a corrompu, que tu es une victime. Mais je t'ai entendu au téléphone avec Céline planifier tout ça. Vous riez toutes les deux de me manipuler. Son visage a changé, les larmes se sont arrêtées, la voix est devenue dure. Bien, bien. Tu veux être seule? Sois seule. Mais ne t'attends pas à ce qu'on se soucie de ce qui t'arrive. Je n'ai pas bougé, n'ai pas réagi. 38 jours, Chloé commence à emballer. Elle s'est retournée et est sortie. La porte a claqué assez fort pour faire trembler le cadre. À travers le plafond, je l'ai entendue monter les escaliers en tapant. La voix de Julien questionnant. Puis la réponse en colère de Chloé. Mots étouffés, mais ton clair. Elle lui disait que ça n'avait pas marché, que je ne céderais pas, qu'il devait vraiment trouver un appartement. La réalité perçait finalement. J'ai affiché mon calendrier. 38 jours jusqu'à la date limite d'expulsion. Maître Lefebvre avait déjà organisé l'huissier s'il refusait de partir volontairement. Mon téléphone montrait un texto de Céline. « J'espère que tu es content. Tu as détruit cette famille. » Je l'ai supprimé sans répondre. Le document de donation était dans le tiroir de mon bureau, signé, notarié, déposé. Chaque actif que j'avais passé 40 ans à construire. Protégé. La maison était à moi. Le commerce était sécurisé. Mon testament reflétait mes choix, pas leurs attentes. 8 jours de plus de leur présence, 8 jours de plus de guerre psychologique, que je ne ressentais plus. Puis le silence, l'espace, la paix. Pour la première fois en 4 ans, j'aurai ma maison. Pour la première fois en des mois, j'aurai ma vie. Le 60e jour. Je me suis garé dans mon allée à 10 heures ce matin-là. Le véhicule de l'huissier est arrivé 30 secondes derrière moi. La voiture de Maître Lefebvre a suivi. On avait coordonné ceci. Officiel, légal, aucune place pour l'argument. Maître Leroux est descendu, milieu de la quarantaine, expérimenté, professionnel. On avait parlé au téléphone 2 fois, il connaissait la situation. Monsieur Beaumont. Il m'a serré la main. Faisons ceci. Maître Lefebvre nous a rejoints, mallette à la main. Tout est en ordre. La notification d'expulsion a été correctement délivrée. Les 60 jours se sont écoulés. Ils sont officiellement en violation de domicile maintenant. On a marché vers ma porte d'entrée ensemble. Ma maison, ma propriété, mais j'ai frappé quand même. 3 coups fermes. Silence. Puis la voix de Julien étouffée. « Allez-vous-en, vous ne pouvez pas faire ça. » Maître Leroux s'est avancé, main reposant sur sa sacoche. « Monsieur, ici, Maître Leroux, huissier de justice. Je suis ici pour faire exécuter un commandement de quitter les lieux. Ouvrez la porte maintenant, ou je serai forcé de l'ouvrir moi-même. Cela devient violation de domicile. À vous de choisir. » Une longue pause. Argument chuchoté à l'intérieur. Puis la porte s'est entr'ouverte. Le visage de Chloé est apparu, yeux rouges. Expression défiante essayant de masquer la panique. Maître Leroux a poussé la porte plus large, est entré professionnellement. Maître Lefebvre et moi avons suivi. Le salon ressemblait à une zone de guerre, vêtements éparpillés partout. Boîte de pizza empilée sur ma table basse, canettes de bière, chaos, mais pas de cartons emballés, rien de prêt. Vous ne prévoyiez pas de partir, n'est-ce pas? Maître Leroux a inspecté la pièce, prenant des notes. Très bien. Vous avez 2 heures pour collecter vos effets personnels. Ça signifie vêtements, objets personnels. Pas de meubles, pas d'installation. L'horloge commence maintenant. 2 heures? La voix de Chloé montait dans les aigus. On ne peut pas possiblement... Vous avez eu 60 jours, madame. 2 heures, c'est généreux. Julien est apparu depuis la cuisine. Pas rasé, en colère.
C'est dingue. On a des droits. La voix de Maître Lefebvre a tranché. Vous avez 0 droit sur cette propriété. Pas de bail, pas de contrat de location, pas de propriété. C'est le jour final. Julien m'a regardé. Tu fais vraiment ça? Ta propre fille? Je n'ai pas répondu. N'en avais pas besoin. Maître Leroux a regardé son téléphone. Ça recommence maintenant. Ce qui a suivi était le chaos au ralenti. Chloé fourrant frénétiquement des vêtements dans des sacs poubelles, pleurant par intermittence. Julien jetant des choses dans un sac de sport avec des mouvements agressifs, marmonnant des jurons dans son souffle. Après tout ce qu'on a fait pour lui, a dit Julien assez fort pour que j'entende, vivre dans cet énorme endroit tout seul comme un avare. La voix de Maître Leroux s'est durcie. Monsieur, c'est la propriété de Monsieur Beaumont. Je vous suggère de vous concentrer sur l'emballage et de garder vos commentaires pour vous. Je me suis tenu dans l'embrasure, j'ai regardé, n'ai pas aidé, n'ai pas parlé. J'ai juste été témoin de leur démantèlement de résidence non autorisée pièce par pièce. Chloé a essayé d'attraper mon regard plusieurs fois. Le manuel de manipulation était toujours ouvert. Mais j'avais mémorisé chaque page, connaissais chaque truc, ne tombais dans aucun. 2 heures plus tard, ils ont porté les derniers sacs à leur voiture. Une berline plus vieille, cabossée, luttant déjà financièrement. À la voiture, Chloé s'est retournée. Dernière tentative. Tu vas regretter ça. Quand tu seras seul et auras besoin d'aide, ne viens pas pleurer chez nous. J'ai rencontré ses yeux, calmes, certains. Je ne viendrai pas. Ils sont partis, la voiture de Chloé disparaissant dans la rue, emportant leur présence, leur demande, leur manipulation avec eux. Je me suis tenu dans mon embrasure, ma maison, vraiment la mienne, pour la première fois en 4 ans. Maître Leroux m'a tendu des documents. Ils sont officiellement partis. S'ils reviennent sans permission, appelez immédiatement. C'est violation de domicile. Merci, maître. Maître Lefebvre m'a serré la main. Bien joué, Henri. La plupart des gens cèdent avant ce point. Vous avez tenu la ligne. Après leur départ, j'ai marché dans la maison lentement. Salon où Julien s'était affalé. Cuisine où Chloé avait exigé de l'argent. À l'étage où ils avaient occupé le studio comme de la royauté permanente. Vide maintenant. Tout. À moi. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Céline. J'ai considéré ne pas répondre, mais la curiosité a gagné. Oui. J'espère que tu es satisfait. Sa voix était de la glace. Tu as détruit cette famille. Tout ce qu'on avait. Est-ce que ça valait la peine? J'ai regardé la photo de famille sur l'étagère. Vieille photo. Temps différent. Personne différente. Je n'ai pas détruit la famille, Céline. J'ai arrêté de la laisser me détruire. Silence. Puis sa voix a craqué légèrement. Tu as changé. Je ne sais même plus qui tu es. Je suis la même personne. J'ai juste arrêté de prétendre ne pas remarquer qu'on m'utilisait. On verra combien de temps tu tiens seul. Tu auras besoin de nous finalement. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone. 3 jours plus tard, il a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Mathieu. Je l'ai lu debout dans ma cuisine. Henri, j'ai vu les photos. Je sais que tu sais. Écoute, Céline savait aussi pour ma relation. Tout ce mariage était un arrangement. On divorce de toute façon. Je te demande de rester en dehors. Je peux que ça vaille ton coup. 10 000 € pour laisser ça se dérouler tranquillement. Je l'ai lu une fois. L'ai supprimé. Bloqué le numéro. Céline savait pour l'infidélité depuis le début. Le mariage entier était une arnaque des 2 côtés. Ils l'avaient orchestré ensemble, collecté l'argent, prévu de le partager. Et maintenant, Mathieu voulait me payer pour rester silencieux. 10 000 € pour laisser leur divorce frauduleux se dérouler en douceur. J'ai regardé autour de mon salon. Les meubles que j'avais choisis, le silence que j'avais gagné, l'espace que j'avais récupéré. Il y a 4 ans, j'avais ouvert ma porte à Chloé et Julien temporairement. Les avais laissés prendre le contrôle de ma maison, ma paix, ma vie. J'avais payé pour un mariage qui était une transaction commerciale. Fait des chèques qui financèrent des arnaques, cru que j'aidais la famille quand je finançais ma propre exploitation. Maintenant, la maison était vide, sauf moi. Chloé et Julien étaient partis. Céline avait coupé le contact.
Mathieu envoyait des pots de vin désespérés que je ne dignifierais pas de réponse. Je suis allé à la fenêtre. Le soleil se couchait sur Lyon, peignant les collines en or. Ma maison, ma vie, mes choix. Ils pensaient qu'ils avaient gagné quand ils avaient emménagé, quand ils avaient manipulé, quand ils avaient comploté. Ils avaient tort. J'avais gagné. Fin août. Je me suis assis sur ma terrasse avec le café du matin, regardant le soleil grimper sur Fourvière. L'air était déjà chaud. Mais ici, sur la colline, une brise le rendait supportable, silencieux, complètement silencieux, sauf les oiseaux et le bourdonnement lointain de la ville en bas. 3 semaines depuis l'expulsion. 3 semaines à vivre seul dans ma maison, ma vraie maison. Pas un bâtiment que je partageais avec des locataires rancuniers qui m'appelaient « papa ». La cafetière fonctionnait. Julien avait fracassé l'ancienne dans un accès de rage passive-agressive. Je l'avais remplacée le jour après leur départ. Petite chose, mais ça comptait. Tout fonctionnait maintenant. La télécommande de la télévision restait où je la mettais. Mon fauteuil dans le salon ne tenait que moi. Le réfrigérateur contenait la nourriture que j'avais achetée. Manger à mon propre rythme, sans que quelqu'un exige que je paie leurs courses. Chose simple, chose révolutionnaire. Chloé avait appelé 2 fois cette semaine. J'avais laissé les 2 aller sur messagerie vocale. Supprimer les messages sans écouter. Elle et Julien avaient trouvé un appartement bon marché en banlieue. Julien travaillait dans un emploi régulier quelconque. Il s'en sortait, sans mon argent, sans ma maison. Bien. Céline avait appelé une fois aussi, il y a 2 semaines, demandant de l'argent. J'ai besoin d'aide pour un apport après le divorce, juste 20 000. Tu es mon père. J'avais dit un mot. Non. Puis raccroché. Pas d'explication, pas de culpabilité. Juste une limite. Elle et Mathieu avaient divorcé comme prévu. Le tribunal avait trié leur situation de cadeau de mariage. Tous 2 avaient perdu de l'argent en honoraires d'avocat. Justice ironique. Ils avaient comploté pour collecter des espèces. On finit par les dépenser en frais légaux pour diviser ce qui restait. Le facteur est arrivé en milieu de matinée. J'ai récupéré le courrier. Les rapporté sur la terrasse. Une enveloppe du cabinet de Maître Lefebvre. Papier épais. Je l'ai ouverte avec mon coupe-papier. Documents finaux de donation. Tout déposé, tout sécurisé. Monsieur Beaumont, commençait la lettre. Tous les documents de donation ont été finalisés et déposés auprès de l'État. Vos intérêts commerciaux ont été transférés sous gestion notariale. Les instructions de distribution successorale sont sécurisées. Vous maintenez le contrôle total durant votre vie avec protection blindée par la suite. Je l'ai lu 2 fois, puis mise de côté, complet. Forteresse juridique construite. Succession protégée. Vie récupérée. Mon téléphone était posé sur la table à côté du livre d'apprentissage de guitare sur lequel je travaillais. Mercredi, j'avais mon 3e cours. J'avais toujours voulu jouer. 40 ans à vouloir dire un jour, quand il y aurait le temps. Il y avait le temps maintenant. Vendredi, je faisais du bénévolat au centre social pour des réparations, mon expertise en quincaillerie utile, aidant des gens qui en avaient le besoin, qui l'appréciaient, qui ne l'exigeaient pas comme un droit. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai répondu. Ici Henri. Monsieur Beaumont. Une voix de femme. Familière. C'est Caroline Dubois. La photographe du mariage de votre fille. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle. Je pensais à vous. Me demandais comment les choses se sont passées. Caroline. La femme qui m'avait montré la vérité. Caroline. Non, ça ne me dérange pas du tout. En fait, je suis content que vous ayez appelé. Soulagement dans sa voix. Je n'étais pas sûr si je devais. Ce jour dans mon studio en vous montrant ces photos, j'y ai pensé tant de fois. J'espère avoir fait ce qu'il fallait. Vous l'avez fait, absolument. Ces photos ont tout changé. Vous m'avez donné la vérité quand tout le monde d'autre me nourrissait de mensonges. Et comment vont les choses maintenant, si je peux demander? J'ai regardé la vallée, la lumière du matin, la paix. Les choses vont bien, Caroline. Pour la première fois depuis très longtemps, peut-être des années, les choses vont vraiment bien. Je suis tellement contente d'entendre ça. Vous méritez la paix.
Je me suis surpris moi-même. Voudriez-vous prendre un café un jour? J'aimerais vous remercier correctement. Et honnêtement, ce serait juste agréable de parler. Elle souriait. Je pouvais l'entendre. J'aimerais ça. Que diriez-vous de la semaine prochaine? La semaine prochaine semble parfait. Après qu'on ait raccroché, je suis resté sur la terrasse. Café avec Caroline la semaine prochaine. Cours de guitare mercredi. Shift de bénévolat au centre social vendredi. Inspection du commerce jeudi. Une vie. Une routine construite autour de ce que je voulais. Pas de ce que d'autres exigeaient. J'ai pensé au voyage. L'appel de la photographe qui a brisé mes illusions. Les preuves. La conversation surprise. Les consultations avec l'avocat. La notification d'expulsion. Le dîner de famille où j'avais tout révélé. Les derniers jours de guerre psychologique. L'huissier à ma porte. Chaque étape nécessaire. Chaque limite essentielle. Mes filles pensaient que j'avais détruit la famille, que j'avais choisi la solitude plutôt que l'amour. Elles avaient tort. J'avais choisi moi-même plutôt que leur version de l'amour qui ressemblait étrangement à du vol. J'avais choisi la paix plutôt que l'obligation. J'avais choisi la vérité plutôt que des mensonges confortables. Le soleil grimpait plus haut, réchauffant la terrasse. J'ai fini mon café. À l'intérieur, la guitare attendait, une vie attendait. Un futur construit sur des fondations honnêtes, pas sur des sables mouvants manipulatoires. Chloé appellerait à nouveau. Je laisserai aller sur messagerie vocale à nouveau. Julien pourrait envoyer un texto. Je le supprimerai. Céline pourrait exiger. Je déclinerai. Elles apprenaient à résoudre leurs propres problèmes. J'apprenais à les laisser faire. Les documents de donation étaient posés sur mon bureau à l'intérieur. Chaque actif protégé. Chaque décision mienne. Je me suis levé et j'ai marché vers la rambarde de la terrasse. J'ai regardé Lyon qui s'étendait en contrebas. Ma maison, ma vue, ma paix. Seul, oui, mais libre. Et pour la première fois depuis des années, peut-être la première fois jamais, c'était exactement ce que je voulais. Le prochain chapitre était à moi d'écrire. Café avec quelqu'un qui ne voulait rien sauf de la conversation. Musique de guitare faite pour mon propre plaisir. Réparation faite parce que je choisissais d'aider, pas parce que quelqu'un l'exigeait. Une vie vécue selon mes termes. La justice n'était pas la vengeance. C'était la protection, c'était des limites. C'était dire non quand non était la seule réponse saine. Je m'étais sauvé moi-même, et cela valait tout. Si vous avez aimé cette histoire, likez cette vidéo. Abonnez-vous à Homme de Parole et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vidéo suggérée. Merci de votre écoute.